Bienvenue au Musée des Blindés, bienvenue dans Histoire d'acier. Aujourd'hui, on parle du char d'assaut qui était le plus puissant sur le champ de bataille au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un Français, c'est le B1 bis. Cet engin a été voulu par un homme, le général Estienne, qui lance le projet en 1921. Il est à l'époque inspecteur des chars d'assaut. Les chars d'assaut appartiennent à l'infanterie depuis 1920, mais Estienne a envie de changer par rapport à ce que l'on demande d'habitude aux chars d'assaut, c'est-à-dire simplement accompagner l'infanterie. Il veut un char de bataille capable de rompre le front en avant de l'infanterie. Ça ne va pas plaire à tout le monde, ce qui fait que le projet va prendre beaucoup de temps. Le principe est le suivant. Estienne demande un char d'une quinzaine de tonnes, bien protégé pour l'époque, 25 mm de blindage, avec un canon de 75 ou de 47 mm, soit dans la caisse, soit en tourelle. Et tout cela doit faire une quinzaine de tonnes, pour ne pas qu'il soit trop lourd, trop difficile à produire, trop difficile à déplacer. Pour le produire, 5 industriels sont concernés. Le principe était de construire un grand conglomérat, comme pour celui du FT. Le FT avait été produit par plusieurs entreprises en parallèle pendant la Première Guerre mondiale. Cela avait bien fonctionné, l'idée est de faire la même chose, mais en mieux. Ces 5 entreprises, Delaunay-Belleville, Forges et Chantiers de Méditerranée, Saint-Chamond, Renault et Schneider, les 2 derniers étant associés, vont devoir proposer un prototype. En 1924, les prototypes apparaissent, ils ont chacun des bonnes idées. Dès lors, l'idée est toute simple, on prend tout, on mélange et on garde ce qu'il y a de mieux. On en profite pour justement demander mieux, plus de blindage, on passe de 25 mm à 40 mm. Le véhicule doit rester imperméable à ce qui apparaît au fur et à mesure, les nouveaux canons anti-chars. On va passer peu à peu à des catégories de poids supérieures, on monte en complexité et en parallèle, un nouveau problème apparaît, ce sont les conférences pour le désarmement. En 1932, la grande conférence ouvre et on commence à parler de l'interdiction du char d'assaut pour les Américains ou au moins une limitation à une vingtaine de tonnes. Le problème, c'est que quand la conférence ouvre, le prototype du B1 bis est déjà rendu à quasiment 25 tonnes. On tergiverse quelque temps jusqu'à ce qu'on finisse par se dire « terminé ». On lance quand même la production du char B, on est en 1934, et à cette époque-là, les Allemands ont décidé de quitter justement ces conventions pour le désarmement. On sent bien qu'une guerre commence à approcher, et c'est pour cela qu'on lance la production du char d'assaut. Au fur et à mesure de l'apparition des prototypes, l'armement principal va se retrouver dans la caisse. À l'origine, ça a une raison extrêmement simple, c'est que pour rester dans une quinzaine de tonnes, pas moyen de mettre un canon puissant dans une tourelle. La tourelle serait trop grande, trop volumineuse, et donc le char lui-même serait donc particulièrement grand. Et ça pourrait dépasser les quinzaines de tonnes. Au fur et à mesure qu'on demande un blindage supérieur, le char dépasse sans problème ce poids. Cependant, la tourelle va rester réduite. Dans un premier temps, l'armement principal est toujours le canon en caisse. Cependant, on finit par découvrir, ce n'est pas une grande surprise, qu'avec le développement des chars d'assaut adverses, il faut un canon anti-char. Or, un canon dans la caisse a énormément de mal à pouvoir suivre une cible en mouvement, typiquement un char d'assaut. C'est pour cela qu'une tourelle armée d'un canon de 47 va finalement apparaître. Lui n'a une vocation quasiment que anti-char. Mais l'arme principale, encore sur le B1 bis, est considéré comme étant le canon de 75. Le canon de 75 est un canon purement anti-retranchement. Le principe général du B1 bis étant d'enfoncer des lignes bien préparées de la part de l'infanterie adverse, on doit avoir un puissant obus explosif, d'où le fait que l'on ait là un obusier. Calibre 75 mm, on envoie un obus explosif qui a une bonne puissance pour chambouler les retranchements adverses. Il est particulièrement court, puisqu'il doit pouvoir avoir une trajectoire courbe, aller chercher l'adversaire, y compris dans une tranchée, dans un retranchement. Et en même temps, le fait qu'il soit court permet d'être en capacité de bouger en tout terrain. Cet engin-là est né dans l'esprit
du concepteur des chars d'assaut français de la Première Guerre mondiale. Dans son esprit, il faut donc avoir d'une grande capacité de tout-terrain, y compris pour passer les tranchées. Les chenilles sont très hautes, c'est ça qui permet de bien passer, et du coup le canon est pensé pour ne pas être plus long que les chenilles pour éviter de se planter dans la terre. Le canon de 47 mm a une excellente capacité anti-char pour l'époque. Il est capable de percer 4 cm d'acier à 400 mètres, le blindage étant incliné à 30 degrés. C'est considérable pour l'époque. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de meilleur canon dans une tourelle de char d'assaut qui soit utilisé au combat. Ce genre de canon est capable de percer même le meilleur des chars allemands de l'époque à plus de 600 mètres, voire 1 km dans certaines conditions. À côté et du canon de 47 et du canon de 75, vous avez 2 mitrailleuses. On la voit bien sur la tourelle et elle est beaucoup plus discrète en ce qui concerne celle qui est à côté du canon de 75. Le principe d'un canon en caisse avait 2 bases. L'intérêt du général Estienne. L'intérêt du général Estienne, c'était d'avoir le plus de puissance de feu possible. Quand vous n'êtes pas dans une tourelle, mais dans une casemate, vous passez beaucoup plus rapidement les munitions, donc vous pouvez tirer plus vite. Et le fait que vous soyez dans une casemate vous donne beaucoup plus de place. Donc, vous servez plus facilement votre canon. La tourelle à un seul homme sera tout au long de l'histoire du char B1 bis un grand problème, mais de toute façon, il était trop tard pour envisager une tourelle plus grande. Vu que l'évolution du char B a toujours été faite dans l'idée d'avoir un armement principal en caisse, de simplement avoir un armement léger en tourelle, quand enfin on lance la production du B1 bis, on ne peut plus élargir la tourelle puisque ça reviendrait à dire qu'il faut revoir tous les dessins. Or, la production commence très tardivement. Le B1 est adopté finalement en 1934. Dans le contexte de la montée des tensions, le but est de lancer la production d'un char, même s'il est imparfait. Mais dès 1935, alors que le B1 commence à être produit, on pense que 40 mm de blindage n'est pas suffisant. On en veut 60, ce qui est particulièrement visible sur notre B1 bis. Toute cette grande tôle frontale atteint les 6 cm d'épaisseur, ce qui est 2 fois plus que le meilleur blindage du meilleur char allemand en 1940. Le Panzer III, le Panzer IV n'ont pas plus de 3 cm d'acier frontal. 60 mm de blindage en 1940, c'est absolument considérable. Aucun canon anti-char standard allemand de l'époque ne peut passer au travers. Beaucoup de blindage à l'avant, beaucoup de blindage sur les côtés. Il y a aussi 60 mm sur les flancs. Ça, c'est dû à l'emploi du B1 bis, du moins celui qui était prévu à l'origine, c'est-à-dire être en avant des troupes, à franchir des positions bien fortifiées par l'adversaire. Il devait donc tenir même des tirs sur les flancs. Cependant, le véhicule s'alourdit, le B1 pèse 27 tonnes, le B1 bis en pèse quasiment 32. Et ça va peser beaucoup sur la consommation de carburant. On y reviendra. La production commence en 1936 pour le B1 bis, et la production est relativement lente, car l'engin est complexe. Un exemple de cette complexité est visible sur le flanc. Sur l'exemplaire présenté dans le musée, nous avons démonté quelques tôles de blindage, dont une qui recouvrait ce système. Ce que vous avez là, ce sont les graisseurs qui permettent d'entretenir tout le train de roulement de notre B1 bis, ou du moins une partie du train de roulement. Il y a là 19 prises pour graisser qui sont en lien avec toutes ces tubulures, voyez le magnifique travail quasiment d'orfèvrerie, qui permettent d'envoyer de la graisse à chaque galet. Vous avez 19 graisseurs pour chaque élément et il y en a 4 de chaque côté. Imaginez un petit peu le travail considérable que c'est que de simplement maintenir en état de bonne marche le B1 bis. Un émissaire américain estimait que pour pouvoir avoir un bon équipage de B1 bis, il fallait au moins 6 mois de formation. Maintenant, un coup d'œil à l'équipage. L'équipage de 4 hommes du B1 bis accède à l'intérieur par la grande porte latérale qui est ici, elle aussi blindée à 6 cm d'épaisseur. Pour voir l'intérieur, on va rejoindre le chef d'atelier.
Nous sommes ici à l'intérieur de notre B1 bis roulant, le B1 bis Rhin, et j'ai le plaisir d'être avec Alexandre, Bonjour. le chef d'atelier, qui travaille ici avec 3 autres mécaniciens à l'année. C'est ça, tout à fait. Et c'est grâce à toi et ton équipe qu'on a un véhicule comme ça qui roule Qu'on essaie de le maintenir à l'état d'origine roulant. avec pièces d'origine autant que Pièces possible. d'origine. Tu es ici au poste de pilotage. Je suis ici, grosso modo, au poste du chargeur qui s'occupait et du 75 et du 47 qui était en tourelle. Et il y avait, à l'autre bout, le radio qui était dans le coin opposé avec sa radio. On va commencer par parler un petit peu de comment fonctionne le poste de pilotage. Si tu veux bien nous en dire un petit mot. Donc là, on est au poste de pilotage du B1 bis. Donc on est sur un poste de pilotage, je veux dire, plutôt moderne, parce qu'on va retrouver un volant pour pouvoir faciliter la conduite et faciliter le pointage du canon de 75. On a, comme dans un véhicule, à peu près 3 pédales, un embrayage, un frein, un accélérateur. Avec une petite particularité sur les B1 bis, l'accélérateur se trouve en position centrale. Après, on a 2 leviers qui permettent soit de s'en servir comme frein à main, soit au cas où qu'on ait des problèmes de direction, de pouvoir avoir une direction de secours. Et on termine par un levier de vitesse avec 5 rapports avant et un rapport arrière. Sur la partie avant, nous avons les moyens de vision, donc soit d'avoir une vision directe avec la trappe ouverte pour avoir un peu plus de regard devant. On a des fentes de vision pour voir ce qui se passe sur les côtés. En cas où on est au niveau des combats, on vient fermer la trappe devant pour avoir une protection contre les éclats. Après, il reste ici un petit périscope pour avoir une vision un petit peu par au-dessus. Et donc là, on a la partie vision conduite. Donc le deuxième rôle du conducteur du char du B1 bis, c'est de pointer et de tirer avec le canon de 75. Donc ici, il a son optique de tir du canon. Là, il peut faire son réglage en site. Et ici, il a sa mise de feu du 75. Je suis ici à la place du 4e membre de l'équipage, le chef de char, qui était littéralement assis à peu près au-dessus de l'opérateur radio. À l'origine, quand on reprend les premiers plans du B1 bis, ou plutôt du char de bataille tel qu'il était conçu à l'origine dans l'esprit d'Estienne, il n'y avait que 3 membres d'équipage. Le radio va se rajouter ensuite. Le chef de char est assis sur une sorte de balançoire, accroché de chaque côté de la tourelle, et c'est un homme orchestre. Il a énormément de choses à faire. Pour commencer, c'est lui qui va observer le champ de bataille. Pour ça, il a au-dessus de lui un tourello d'observation qui tourne à 360 degrés. Une fois l'objectif repéré, c'est lui qui va faire la visée sur cet objectif, grâce à la lunette qui était placée ici. C'est encore lui qui doit charger son canon. En cela, il est aidé par le radio qui va lui passer les munitions ainsi que du pourvoyeur. Des munitions, il y en a partout, dans tous les coins, chaque recoin du B1 bis. Il y a 81 obus de 75 mm et 76 de 47. Une fois avoir tiré, il reprend son travail d'observation. Le tout en coordonnant son équipage. La rotation de la tourelle est soit électrique, soit manuelle. Le moteur électrique était placé dans la tourelle à peu près en face de moi. Pour la rotation manuelle, le levier est juste ici. Maintenant qu'on a vu le compartiment équipage, nous allons passer au compartiment moteur. Et pour cela, nous allons franchir une porte qui était dans la cloison pare-feu, avec un petit œilleton qui permettait de voir l'état à l'intérieur du compartiment moteur. Par ici. On est maintenant dans le compartiment moteur. Là, tu es dans un petit couloir qui était désigné justement pour pouvoir accéder à l'intérieur de ce compartiment. Et tu es juste à côté du moteur. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce moteur ? Donc,
le moteur du B1 bis, c'est un moteur Renault qui est dérivé du moteur d'aviation, qui est dérivé d'un V12 que Renault, en fait compte, a repassé sur les bureaux d'études et en a sorti un moteur de 6 cylindres avec des petites particularités. Hein. Donc, on est sur un moteur qui a un démarreur classique, électrique, plus un système de démarrage à air, un système Viet, qui était fait pour pouvoir démarrer sans électricité, juste par de l'air comprimé. Après, d'autres particularités, vu qu'on est issu d'un moteur qui est de l'aviation, issu de l'aviation, on est en aviation refroidi par air, au point de vue du refroidissement du moteur. Comme ici, on se retrouve cloisonné à l'intérieur d'un habitacle, Renault a décidé de venir sur les ailettes de refroidissement à air, remettre des chemises pour pouvoir faire circuler de l'eau autour de ces ailettes et assurer un bon refroidissement de ce moteur. Alors à ce moteur, il y a un système qui est particulier, qui est monté, puisque on a très bien pu le voir tout à l'heure quand on était à l'extérieur, le canon de 75 n'a aucun débattement latéral. Donc il faut se débrouiller pour orienter tout le char d'assaut en fait. Et pour ça, il y a un système particulier. Voilà, donc la particularité du B1 bis, on l'a dit tout à l'heure, c'était le fait d'avoir un volant. Le fait de ce volant, il est issu en fin de compte d'avoir mis un système de direction innovant pour l'époque qui permet un pointage fin et une direction fine. C'est un système qui s'appelle Neder, du nom de son créateur, et qui est en position ici à l'arrière, au-dessus de la boîte de vitesse, qui permet de fournir un effort à droite ou à gauche au niveau du différentiel pour pouvoir tourner. On est directement issu de ce que sera plus tard, dans les années 80, les systèmes de direction des chars modernes français, comme la MX-30B2 ou le Leclerc. Tout ça, ça consomme énormément de carburant. Déjà, le moteur d'aviation est très très gourmand. Il faut orienter à peu près n'importe quand le canon de 75. Donc il y a plusieurs réservoirs de carburant. Il y a 400 litres. Est-ce que tu peux nous dire où sont placés les réservoirs ? Alors la petite particularité du B1, c'est que les réservoirs sont à l'intérieur du caisson moteur, sur ma droite. J'ai un réservoir à l'arrière, derrière, et un réservoir complémentaire complètement dans le fond du véhicule, sur la partie gauche, derrière la boîte de vitesse et le Neder. Et on le voit ici, sur le réservoir qui est sur mon côté, on a 3 cadrans qui permettent au conducteur ou à l'équipage de savoir quel niveau d'essence il leur reste dans chaque réservoir. Une dernière question pour toi, avant qu'on ne quitte le compartiment moteur. Tu pilotes le B1 bis maintenant depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu penses de cette conduite ? Quelle sensation ça te donne ? Alors, on est sur une conduite d'un véhicule qui est relativement aisée grâce au volant, parce que ça permet d'avoir une conduite qui est beaucoup plus fluide que d'avoir des bandes à tirer à droite ou à gauche. Et en plus, c'est un véhicule qui, malgré sa masse, est quand même bien motorisé. Et avec le fait d'avoir des chenilles enveloppantes, arrive à absorber toutes les irrégularités du terrain sans trop en retransmettre à l'équipage. Alexandre, merci beaucoup. De rien. Un dernier petit mot peut-être. Cet engin-là, tu as retrouvé son nom. Il s'appelle Rhin. Et ça a été en fait par accident que tu as retrouvé le nom. Oui, tout à fait. C'est quand on a voulu refaire l'extérieur du véhicule, en décapant la peinture sur le glacis avant, on a retrouvé les 2 premières initiales, le R et le H. Et donc, après moult recherches, ça ne pouvait être que 2 véhicules, le Rhin ou le Rhône. Mais vu les photos du Rhône à l'époque qui a été énormément détruit, on était quasi persuadé que c'était le Rhin. C'est incroyable. On a donc le Rhin authentique. On a donc un véhicule qu'on peut tracer son histoire. On a l'authentique, c'est le Graal. Merci encore pour la visite de l'intérieur de notre B1 bis. Je le rappelle, le dernier roulant au monde. L'échec du 16e corps blindé allemand à la bataille de Adler.
Les gars, dans le meilleur régiment de corps, les deux mitrailleuses ont subi des pertes considérables de chargement. Le 15 mai 1940. Le B1 bis est finalement produit à 369 exemplaires. Il impressionne énormément les Allemands pour son blindage, pour son armement. Il est même réemployé à plusieurs dizaines d'exemplaires au sein des troupes allemandes. Cependant, il n'aura qu'une limitation, c'est la taille de sa tourelle qui va vraiment limiter son déploiement sur le front. Les Français en réutiliseront à leur tour un grand nombre lors de la libération de la France en 1944. Pour revenir à 1940, face à la puissance du blindage du B1 bis, les Allemands ont une solution. C'est l'énorme canon de 88 qui à la base était conçu pour détruire des bombardiers à haute altitude et qui finalement se débrouille très bien pour détruire un char d'assaut à plus d'1 kilomètre de distance. Nous parlerons en temps et en heure du canon de 88, bien entendu, dans une histoire d'acier. En attendant, suivez notre site internet, suivez nos réseaux sociaux pour avoir toutes nos actualités. À très bientôt au Musée des Blindés.